C'est vrai que le slow tourisme, c'est vraiment une tendance qui répond à des besoins, qui répond à des problématiques que l'on rencontre tous dans nos territoires et en définitive encore plus dans nos territoires ruraux. Moi je viens de l'Aube, je viens de Troyes, en Champagne, on est voisins. Nous sommes un territoire très rural, très déconnecté, qui a beaucoup de zones blanches en termes de connectivité de téléphone. Et c'est vrai que ça répond en fait à des besoins, à une structuration de l'offre qui est très particulière et qui en fait est dans notre ADN depuis très longtemps. Donc, face à ce constat, nous, territoire peu connu, qui a une fréquence de visite qui est relative, qui n'a pas toujours une offre vendue en ligne, qui n'a pas toujours une offre traduite dans toutes les langues. Donc quand on a un site en français, on est déjà bien content. Un site en anglais, c'est encore mieux, mais quid de la question des Allemands, des Hollandais, voire des Chinois. Donc on n'est pas Paris, on est vraiment un territoire où du coup les prestataires touristiques ont au mieux un petit site internet et vraiment encore mieux savent se commercialiser en ligne. Donc c'est vrai que trouver une offre touristique sur le web, c'est pas toujours très évident. On n'a pas toujours aussi des parcours personnalisés. Enfin en tout cas on n'arrive pas toujours à avoir une offre qui correspond à son besoin. Face à cela, nous, dans le territoire de l'Aube, on se retrouve avec des propositions de prestations gratuites. On a peu d'influence, donc on est un territoire qui n'est pas du tourisme de masse. Et puis, on a une offre qui est à la fois unique et qui peut être éphémère. Donc quand on regarde un petit peu comment est structuré notre territoire, c'est vrai qu'on se demande comment est-ce qu'on peut consommer le territoire dans l'eau. Bien, nous, à l'instar de la Marne, qui a des grandes maisons de champagne, par exemple, on a travaillé avec les vignerons, avec les caves de champagne, puisque on produit un quart du champagne dans le territoire au bois. On a travaillé avec les vignerons sur des offres très personnalisées, où les vignerons vous accueillent. Travaille sur des pique-niques dans les vignes, vraiment vous explique le produit du terroir, comment est-ce qu'ils travaillent le produit. Donc ce sont des offres qui sont très humaines, qui ne sont pas des visites à la chaîne faites par des personnes en costard-cravate. Vraiment, on rencontre le vigneron avec son terroir, avec son histoire de famille. On travaille évidemment avec des caves de champagne qui ont des sensibilités durables, qui savent parler de leur terroir et qui travaillent avec des labels comme HVE, haute valeur environnementale, Terravitis, et le label qui est bien connu dans le monde de l'œnotourisme, qui est Vignobles et Découvertes. Donc ce sont des caves qui travaillent tout au long de l'année sur des actions qui donnent de la visibilité à leurs produits, mais aussi à tout un réseau. Dans notre territoire, on a aussi des espaces qui sont très naturels, mais qui portent des fois des offres qui ne sont pas très rentables. Donc, comment est-ce qu'on valorise un territoire qui a des petites pépites, qui nécessitent beaucoup de temps? Par exemple, ce moulin est près des Grands Lacs de Champagne et a été réhabilité avec toute la force et le savoir d'une association et qui fait payer des visites à 3 ou 4 euros. Donc c'est vrai qu'en termes de rentabilité et de retour sur investissement, on est très loin de quelque chose qui peut se pérenniser dans le temps. Donc comment est-ce qu'on fait pour valoriser toutes ces petites pépites de notre territoire qui font de l'activité touristique, mais de l'activité touristique non rentable? Dans notre territoire, on a aussi, comme vous le savez sûrement, on est le berceau des Templiers. On a beaucoup d'actions culturelles dans l'univers des Templiers, dans l'univers du culturel, des églises. Et donc, toutes ces petites choses, comment est-ce qu'on les met en valeur? Comment est-ce qu'on les valorise au sein d'une activité touristique tout au long de l'année? Je vais vous expliquer juste après comment on a pu mettre en musique des initiatives qui étaient portées par différentes associations et qu'on a regroupées
dans un accompagnement porté par le CDT pour donner de la visibilité à des actions des bénévoles. Comment est-ce qu'on réenchante en fait un patrimoine qui existe depuis très très longtemps et qui est un patrimoine à la fois vieillissant? Comment est-ce qu'on le met en musique? Comment est-ce qu'on communique? Et puis, le sujet de la journée, hein, le slow, comment est-ce qu'on prend le temps de faire du tourisme et comment est-ce qu'on se déconnecte? Je parlais tout à l'heure avec deux porteurs de camping. Comment est-ce qu'on met en avant le fait que notre prestation, on va peut-être pas faire beaucoup d'activités, mais on va prendre le temps de se reconnecter à la fois à sa famille, à la fois à la nature, à la fois à ce qui nous entoure. Donc les actions d'un CDT, vous les connaissez certainement, hein, on n'a rien vraiment trouvé d'original là-dedans, on accompagne les porteurs de projets, on fait de la promotion, de la communication, et on aide à se commercialiser. Et enfin, en fait, c'est sur ces trois sujets que l'on peut apporter de l'expertise touristique, et surtout sur le premier volet, l'accompagnement, où là, du coup, notre structure, le CDT de l'Aube, a mis en communication une expertise qu'elle faisait déjà depuis longtemps, mais du coup, comment est-ce qu'on accompagne les porteurs de projets dans leur développement, dans l'innovation, et comment on accompagne aussi, du coup, les startups qui sont à la fois de notre territoire, mais aussi d'autres territoires, sur la mise en marché. Comment est-ce qu'ils développent leur activité sur des tendances qui sont authentiques, durables et slow d'une certaine façon. Donc le CDT part d'une posture volontaire. C'est vraiment une démarche qui, parce que notre territoire est constitué d'un territoire très rural, très déconnecté, très humain, ça part d'une posture volontaire. Ça fait partie de notre stratégie de mettre en avant toute cette synergie d'acteurs qui valorisent l'humain, qui valorisent la rencontre. Nous, on a aussi une autre casquette qui est sur le tourisme d'affaires, puisqu'à Troyes s'est créé il y a quelque temps le Centre des Congrès de l'Aube, et ma directrice, qui est une ingénieure de formation, qui avait aussi beaucoup de réseaux dans l'incubation, a été en charge de développer le tourisme d'affaires. Donc comment est-ce qu'au sein de l'activité du CDT, on a travaillé à la fois le tourisme individuel et le tourisme d'affaires. Donc en fait, on a construit dans notre stratégie différentes actions pour valoriser un petit peu tout ça. Et on a mis en place, par exemple, des chartes avec les traiteurs sur lesquels on travaille dans le tourisme d'affaires, où on ne travaille qu'avec des traiteurs qui font du retraitement de produits, de leurs produits, qui travaillent les circuits courts. Donc voilà, on travaille avec des gens qui sont engagés dans les achats, dans leur structuration. Au sein du tourisme d'affaires, on a aussi constitué le club des organisateurs du tourisme. Donc du coup, le CDT, certains CDT en France, plutôt ADT, peuvent commercialiser des offres de séjour packagées pour les groupes. Nous, c'était une action que l'on faisait il y a quelques années maintenant, et auquel on a dit stop, c'est une action qui n'est pas rentable et qui surtout ne doit pas concurrencer ce que le privé est capable de faire. Donc à partir de là, on a constitué un bureau des congrès et un club des réceptifs pour du coup réceptionner des demandes de groupes et puis pour les redonner au privé à partir du moment où il y a une agence de voyage qui est capable de proposer un circuit pour des groupes constitués. Donc en toute transparence, on travaille avec l'écosystème du privé pour pouvoir faire que le territoire se vende et surtout ne pas commercialiser et ne pas concurrencer en commercialisant ce que le privé aurait pu faire. On travaille évidemment à l'amélioration de l'offre. Ça, c'est quelqu'un chez nous qui vraiment est en relation avec les prestataires du tourisme pour toujours aller dans des labels de qualité, être certifié et travailler sur des labels. Donc on est toujours en amélioration continue sur des prestations et on suit les prestataires touristiques pour les aider dans leur démarche de labellisation et de qualification de l'offre. On est un territoire qui communique de plus en plus 100% numérique. Ça, c'est aussi un grand débat
la communication dans le monde du tourisme. Est-ce qu'on doit faire encore beaucoup d'affichage? Est-ce qu'on doit faire encore beaucoup de print, de brochures? Nous, on a estimé que ça pouvait répondre en effet à une certaine partie de la population qui a besoin d'avoir le papier en main, mais en termes de retour sur investissement, c'est très difficile d'avoir des chiffres. Est-ce que notre campagne a fonctionné? Donc, on ne travaille que sur du numérique et on a des KPI dans des objectifs qui sont beaucoup plus ciblés et qui nous permettent de réajuster les campagnes digitales que l'on peut faire. On travaille évidemment à mobiliser un ensemble de partenaires et de bénévoles. C'est vraiment ce qui fait la force de notre territoire. Et quand je parle des bénévoles, je reviens un petit peu en arrière par rapport aux églises. On a réussi à mobiliser des associations qui faisaient déjà des actions, qui ouvraient les portes des églises pour faire des visites guidées. Et on a travaillé avec la pastorale de l'Aube, ce qui est assez original puisque travailler avec le secteur religieux, c'est pas toujours très évident. Et on a réussi à fédérer 5 associations qui faisaient des actions déjà sur le territoire. Et on les a fédérées pour travailler de concert, travailler sur un planning tout au long de l'année pour faire des visites d'église et des visites naturelles. On les aide dans la communication, on leur fait un site internet, on les aide dans la réalisation de leur calendrier et en fait, on mobilise 400 bénévoles sur une grosse partie de l'année, ce qui revalorise le territoire pour les petites églises. On a tous des petites églises dans nos villages, mais elles ne sont pas toujours ouvertes et ce n'est pas toujours très évident d'aller visiter tout ça. Ben voilà, on essaye d'orchestrer un petit peu tout cet univers-là et ça fonctionne de plus en plus. Pour les accompagner, on leur fait aussi des formations. Avec les archives départementales, chaque année, on leur donne des thématiques de formation pour qu'ils s'enrichissent aussi de leurs connaissances et qu'ils continuent à faire ces visites gratuites. On est des militants pour le durable. On travaille avec ATD, on travaille avec l'ADEME. On est vraiment dans des groupes de travail pour valoriser des réseaux et puis continuer à travailler sur ce sujet-là. Transférer du privé dès que possible, voilà, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est surtout avec les agences de voyage et puis la commercialisation d'une façon générale sur les agences de voyage. Et puis on suscite un écosystème de l'innovation. En effet, le Slow Tourism Lab, c'est plutôt le slide d'après, le Slow Tourism Lab, en fait, on est organisé en trois partenaires, le CDT, avec le Slow Tourism Lab, la Technopole de l'Aube, qui est une technopole, une pépinière d'entreprise et une technopole depuis 20 ans, donc qui a de l'expérience dans l'accompagnement des porteurs de projets, des startups, et l'École supérieure de tourisme, Y-School, qui est pour nous un organisme qui peut former, qui donne aussi des étudiants sur des projets. On peut mobiliser des étudiants pour accompagner les startups. Et puis voilà, on a tout un réseau de partenaires locaux, CAPC, qui est en fait l'association des vignerons de Champagne, les Gîtes de France, que vous connaissez bien évidemment, l'UMI, le mouvement hôtelier, la CCI de l'Aube. Et puis, le Slow Tourism Lab a été identifié par la DGE depuis sa création, et le réseau France Tourisme Lab. Donc en fait, France Tourisme Lab, c'est un réseau d'incubateurs de France, sur lequel on est des parties prenantes pour l'innovation, avec chacun son secteur. Il y en a qui travaillent sur le maritime, il y en a qui travaillent sur les Alpes, enfin le ski, il y en a qui travaillent comme nous sur le slow, enfin nous sommes thématisés sur le slow. Voilà. Et puis il y a le Welcome City Lab que vous connaissez certainement à Paris, qui est un incubateur plutôt sur des projets urbains. Donc voilà, on se met un petit peu en négatif du Welcome City Lab qui est très urbain, nous on est très rural. Et puis on a des grands comptes qui nous accompagnent dans toutes les actions que l'on mène, Orange, Enedis, Groupama, La Poste, et puis le Crédit Agricole. Donc voilà, ça certifie aussi et ça mobilise des grands comptes pour pouvoir tester des solutions. Et c'est le gage aussi des actions pérennes. Donc le Slow Tourism Lab, en définitive, c'est des actions à la fois de rencontres que l'on organise de façon récurrente sur l'année, avec des meet-up thématiques. Des meet-up, ce sont des rencontres, des petits déjeuners que l'on fait avec des politiques, avec des privés,
avec des offices du tourisme, avec des startups, sur lesquels on brainstorm, on réfléchit sur des thématiques très particulières. La culture, la silver economy, comment est-ce qu'on travaille pour amener et travailler le public un petit peu vieillissant, comment est-ce qu'on répond à leurs problématiques, comment est-ce qu'on développe de l'innovation autour de ces thématiques. On fait des journées de découverte aussi, ce qui nous permet de mieux faire valoir les petites innovations, les porteurs de projets, les structures qui créent un petit peu des nouvelles prestations au sein de notre territoire. On emmène donc du coup des gens, on fait comme des éductours de découverte sur des territoires ou sur des thématiques tout au long de l'année. On a bien évidemment une veille qui nous permet de stocker et de diffuser de l'information sur le durable. De l'Open Mediatek, là, on donne les moyens aux startups et aux porteurs de projets d'avoir des vidéos, des photos. Et puis de la donnée touristique. Avec Seine-et-Marne Attractivité, on travaille depuis le projet initial sur data tourisme. C'est-à-dire que les données de nos bases de données, elles sont diffusées pour notre propre compte au sein du CDT, pour les offices du tourisme, pour le CRT, et aussi pour les porteurs de projets et les acteurs privés qui en auraient besoin. Plus on est à diffuser une offre touristique, plus on est fort, plus il y a de la visibilité sur des prestations, des données touristiques. Donc pour nous, data tourisme, c'est un élément essentiel pour pouvoir diffuser encore plus notre territoire, parce que le CDT n'est pas spécialement connu. Les offices du tourisme et les CDT ne sont pas toujours la première porte d'entrée pour aller trouver une offre touristique. Donc à plusieurs, on rend le territoire encore plus visible de façon numérique. On fait évidemment la promotion de l'innovation. Ça, c'est un des axes les plus importants. Et puis, on aide à l'accès au marché. Un porteur de projet, lorsqu'il a son idée, son concept, c'est très difficile d'aller toucher les bonnes personnes sur un territoire. Donc nous, on les accompagne, on identifie avec eux quels sont les clients potentiels du territoire, et puis on fait les premiers rendez-vous avec eux, on les adoube d'une certaine façon, et ça permet un petit peu pour eux d'avoir les premiers clients et de valider la preuve du concept. Et puis on est aussi des structures qui aident à aller rechercher du financement, les AMI. Donc les régions, de temps en temps, créent des actions de financement de projets innovants par rapport à des thématiques très ciblées, la culture, l'accès à la culture par exemple. Donc nous, au CDT, on regarde le projet, on essaie de voir dans notre écosystème quelle start-up pourrait répondre à ce projet-là, et on est bêta-testeur d'une certaine façon. Donc on bénéficie d'innovation de ces start-up, et puis on les teste avec eux, on essaie de les faire valider le produit minimum viable. Donc pour matérialiser un petit peu tout ce que je vous dis, j'ai pris quelques startups que l'on accompagne depuis quelques temps. Hop, pardon. Voilà. House and Friends. Une start-up très originale qui a proposé ses services au Welcome City Lab et qui s'est vu refuser l'entrée du Welcome City Lab parce que, en définitive, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde en termes de philosophie, en termes de stratégie. House and Friends, en fait, part du concept, du principe qu'il y a des vieilles demeures que l'on a des fois dans la famille qui sont des boulets parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent à faire vivre. De temps en temps, la famille vient y passer quelques jours, mais le reste de l'année, les demeures vieillissent, s'abîment. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces demeures? Donc, les deux créatrices de cette boîte ont chacune, évidemment, une belle demeure dans leur giron, et partaient de ce principe-là qu'il y avait besoin et qu'il y avait peut-être la nécessité de mettre en commercialisation ces belles demeures, mais de les vendre à des groupes, à des tribus. Mais elles ont trouvé aussi une idée super, qui est d'adosser cela à un house manager, en définitive à un concierge qui vous accueille, qui prépare votre séjour, qui vous fait les premières courses, qui organise les chambres, qui vous propose des activités de babysitting si jamais vous en avez besoin, qui va même jusqu'à vous réserver des activités nautiques, vélo, etc. Donc à la fois elles font vivre un écosystème autour de la maison et à la fois elles donnent
de l'emploi à des personnes qui sont en secteur rural, qui ont des fois du mal à se déplacer jusqu'aux grandes villes et qui font des petits micro-jobs de concierge et qui du coup valorisent et leur expérience et leur expertise humaine et le territoire. Donc on les a accompagnés sur différents sujets et c'est une histoire qui fonctionne bien. On a Moodix. Moodix, c'est une boîte troyenne qui s'est spécialisée dans la data touristique et qui l'enrichit par rapport à des profils d'utilisateurs. Donc je suis entre filles, je suis avec mes copines, je suis avec ma belle-mère, j'ai envie de nature, j'ai envie de me déconnecter. Ils aspirent un petit peu toutes les données touristiques, ils les requalifient et ils les proposent par rapport à des moods. Des moods, c'est en ce moment, j'ai envie de quoi. Voilà, donc ça valorise à la fois l'écosystème data que l'on produit avec les offices du tourisme, mais ça fait un diffuseur de plus. Je ne sais pas ce que ça fait, pardon. Hop. Visit for Good. Alors ça, c'est un projet qu'on est en train de construire, c'est une belle aventure où, en définitive, on se sert de la blockchain, virtualisation et sécurisation des données. Ce n'est pas spécialement le Bitcoin, il ne faut pas confondre. Le Bitcoin, c'est une solution qui est sur la blockchain. Mais la blockchain, c'est une certification de données. Et en définitive, c'est juste un moyen technique pour retracer un parcours client et certifier qu'une action a bien été effectuée. Donc du coup, si j'ai fait ça, ça me donnera ça. Visit for Good, on part du principe que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit moulin de Doche est une visite qui a nécessité beaucoup de temps et d'investissement des prestataires pour faire ce moulin, mais en définitive qui n'est pas très rentable. Mais autour de cela, ça fait vivre quand même un écosystème, ça fait une activité qui est authentique sur le territoire et qui est indispensable en définitive. Donc on est parti du principe que les activités qui sont commercialement rentables doivent redonner de la rentabilité aux petites structures. Et donc là, on est en train de construire une espèce de place de marché, une espèce de gamification où, d'une certaine façon, quelqu'un qui réservera un hôtel sans être passé par Booking, il redonne du commerce à l'hôtelier, parce qu'il n'y a pas les fameux 20% que se prend Booking. Donc du coup, il accepte de commercialiser, d'acheter sa prestation sans passer par les OTA qui prennent beaucoup d'argent. Et l'hôtelier, en retour, et pour valoriser l'action du Moulin de Doche, va redistribuer une partie de l'argent qui n'a pas été perçu par Booking. Donc en fait, on travaille sur les externalités positives. Comment est-ce qu'une activité qui est marchande et qui est rentable peut valoriser une activité non marchande et non rentable, mais qui est utile pour le territoire. Donc là, c'est un beau projet qui est en train de se construire et pour lequel le CDT et le Slow Tourism Lab créent de la synergie entre tous ces partenaires. Objectif 2050, c'est assez rigolo. C'est deux designers qui sont partis de l'idée que les visites de ville, les visites avaient besoin d'être virtualisées, mais à la fois, il faut être capable de sortir de son smartphone. Une visite dans l'Aube, il faut à la fois lever les yeux et arrêter d'avoir son smartphone. Ils ont créé un caillou qui réagit avec le chaud et le froid selon si on s'approche d'un point d'intérêt. Donc si j'arrive près d'une église, le caillou va chauffer. Si je m'en éloigne, le caillou va refroidir. Et en fait, on s'est rendu compte à l'usage que cette façon de visiter les villes et de visiter des circuits laissait les gens se perdre. Et se perdre quand on fait une visite, c'est assez original. On redécouvre des quartiers, on redécouvre des petites choses que le tracé n'avait pas prévues. Et donc en fait, on rejoue sur le chaud-froid de notre enfance. Tu chauffes, tu refroidis, tu chauffes, tu refroidis. Et en fait, voilà, on se perd dans la ville, on retrouve des points, et c'est une façon originale de visiter.